va passer au gros du sujet. On va parler du pétrole. Oh là là, avec un titre, tout comprendre sur le pétrole. C'est maintenant, vous ne comprenez pas. Alors, tout comprendre sur le pétrole, on ne va pas vous expliquer ce que c'est cette matière, à quoi elle sert, comment elle est extraite. Enfin, peut-être que vous avez des datas sur ça, mais on va avoir une analyse politique du pétrole. On commence par qui? C'est Anti et Ulysse, et nous on peut interagir, c'est ça, hein. Alors vous êtes parfaitement autorisé à parler. Alimenter cette discussion, mais pas trop quoi. Pourquoi c'est important ce pétrole? Et quand on dit par exemple la guerre au Moyen-Orient, c'est pour le pétrole, est-ce qu'on a complètement tort ou on a complètement raison ou... Je pense qu'on a en partie raison. On a beaucoup parlé de pétrole cette année. C'était un peu le deuxième cycle de lecture qu'on a fait. C'était l'impérialisme fossile. Bon, aujourd'hui, les énergies fossiles, c'est quand même beaucoup le pétrole. Et donc, avec Anti et avec d'autres camarades de Marseille, on a fait cette soirée dont on parlait tout à l'heure à Shed Publishing, où on essayait de revenir un petit peu sur la question de la ressource pétrolière, et de la place qu'elle avait aujourd'hui dans l'impérialisme. Et à partir du moment où on a lancé un petit peu cette réflexion, on s'était dit que ce serait cool de faire un stream spécifique, vraiment porté sur cette ressource, parce qu'elle est particulièrement importante, et que surtout qu'elle est vraiment... C'est l'incarnation, l'illustration de la manière dont fonctionne un peu l'impérialisme. Donc, la première chose dont on voulait partir, c'était peut-être de voir d'où venait le pétrole, et d'où venait le pétrole en France, déjà. Et donc, on pourrait peut-être voir les premières illustrations, là, pour commencer. De quel pays, c'est ça? De quelle région du monde Tu veux dire les sources d'approvisionnement français? J'ai comme l'impression que ça va venir de régions où il y a quand même des troubles. Mais je m'avance peut-être. On va voir on va voir le pas fichier. Partout. Le pétrole ou non, l'impérialisme reste l'impérialisme au final. Donc bon, les raisons sont-elles si révélantes? Si. Relevantes, dans le sens pardon. Si importantes. En fait, pas forcément, mais on voit voir que justement l'impérialisme joue beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir... Voilà, top. Super. En plein écran, c'est possible? Le pauvre. Oui, parce que je le pauvre. Parce que là, c'est un petit peu en petit. Le pauvre. Merci Milan, le pauvre qui doit gérer tous les trucs derrière. On voit mieux. Merci beaucoup Milan. Merci. Alors, là, c'est des importations françaises de pétrole brut par provenance. Okay. Et la majorité, là, c'est Attends. Dans les années 2011, c'est encore URSS, ex-URSS? Vous mettez encore URSS, ex-URSS? En fait, c'est parce que c'est les pays aussi comme le Kazakhstan, comme la Russie, etc. Okay. Et ça, c'est des... Non, l'URSS n'existe plus en 2011. Hein. Ouais, c'est pour ça que... Mais pourquoi c'est... Oui. Pourquoi on le met? Parce qu'en fait, c'est des infrastructures qui sont nées avec l'URSS aussi. D'accord. Il y a des moments très intéressants, notamment au début de l'URSS, où la nationalisation des infrastructures de pétrole est vraiment très importante. Au début du XXe siècle, il y a deux gros producteurs de pétrole qui sont d'un côté les États-Unis et de l'autre côté ce qui devient progressivement l'URSS. Et donc, c'est pour ça qu'on regroupe un peu ces pays comme ça. Le mouvement qui est intéressant, c'est de voir que il y a de moins en moins d'importations au total de pétrole brut en France, ce qui signifie qu'en fait, il y a de plus en plus d'importations de pétrole ou de produits pétroliers raffinés. C'est-à-dire qu'on raffine de moins en moins de pétrole en France. C'est pas qu'on consomme moins de pétrole. Non, on n'est pas devenu écolo pour autant. D'accord. Et puis l'autre truc que je trouvais intéressant de montrer, c'était il y a un pays là, le chat, dites quel pays arrive de plus en plus, est quasiment absent en 2011 et arrive en 2024. Mais même encore quasiment absent en 2018 en fait. Et presque quasiment absent en 2018, ouais. Qui arrive en 2024. Ouais, c'est facile, hein. Tu cherches encore? Non, mais non, c'est pas l'Algérie. Amérique du Nord, c'est les USA. Mais oui, c'est les USA. Oui, attends. Bravo, oui, ça se voit que c'est les USA qui arrivent en force. Ok. Ils avaient rien en 2011, 2018. 18, c'est 3%. 3%, et maintenant c'est 24%. Mais c'est même plus en 2026. Hein. Et en fait, c'est un peu compliqué, mais ça montre bien la manière dont le pétrole est une ressource qui est extrêmement politique et en même temps qui a des imbrications assez intéressantes, il me semble, entre la réalité technique de ce que c'est que le pétrole et la fonction politique du pétrole. Petit cœur 54, il y a cette question un peu de fracking. C'est quoi le fracking, c'est... Bon, Anti peut-être peut en parler beaucoup mieux que moi, mais...
Bon, pas spécialement, mais c'est c'est tout ce qui est fracturation. C'est les nouvelles, c'est les pétroles dits non conventionnels qui font leur grande entrée un peu après en fait, on a cette espèce de truc où le pic pétrolier conventionnel, il est en 2008 et depuis 2008, on arrête. Enfin, le nombre de nouveaux puits qu'on découvre, le nombre de pétrole extrait du pétrole conventionnel diminue depuis 2008. On a beaucoup moins de nouveaux gisements qui sont découverts, etc. Dans les explorations, on trouve moins de tout ça. Et du coup, on a une courbe qui baisse très légèrement du pétrole conventionnel. Et pour pallier en fait aux besoins exponentiels de pétrole, on développe vachement tous les pétroles dits non conventionnels, dont le pétrole de schiste, etc. Et que du coup, où on va chercher plus loin dans les plateformes offshore, etc. Donc c'est des technologies qui existent évidemment avant 2008 et qui sont déjà utilisées, mais la recomposition du secteur pétrolier autour des pétroles non conventionnels, elle se fait à partir de 2008. Et en fait, c'est le moment où les États-Unis, qui étaient un peu en bout de course du pétrole conventionnel, réentrent dans l'arène politique en tant que producteur pétrolier important et surtout en tant qu'exportateur important, parce qu'ils continuaient à produire. En fait, aux États-Unis, il y a une très grosse consommation, donc une très grosse partie du pétrole produit aux États-Unis était consommé aux États-Unis, et du coup, ils perdaient un peu leur rôle d'exportateur, et notamment grâce à Trump et à l'ouverture un peu de ces nouveaux gisements et de ces nouveaux grands pipelines qui ont fait beaucoup de luttes, notamment de populations autochtones, etc. Ça a créé une nouvelle manne financière et exportatrice de pétrole à ce moment-là. C'est très bien expliqué, hein. Ouais. Pratique, qui est d'ailleurs une dinguerie écologique car on y injecte de l'air gaz pour y faire exploser l'intérieur des sols, sauf erreur. Et aussi énormément de sable. Ouais. Et des produits chimiques. Et moi, j'ai divers posé et des variés, produits non chimiques. Je posais une question un peu bête, mais on dit souvent en France que le nucléaire... Donc en France, il y a quand même beaucoup d'importations de pétrole, malgré le fait que l'électricité soit majoritairement... Est-ce que ça joue ce fait qu'il y ait du nucléaire en France? Oui, des solvants. Merci. Ça joue quand même. On a un cocktail pour l'électricité, on est moins dépendant du pétrole que d'autres pays. Enfin, par exemple, je crois que le Japon est dépendant vraiment à une part de production électrique extrêmement importante faite par le pétrole. L'Espagne aussi énormément et nous un peu moins. Mais bon, on reste extrêmement dépendant du pétrole. D'ailleurs, il y a un livre de Jean-Baptiste Prezos sur ça, sur la transition n'existe pas, et qui explique en gros que les nouvelles technologies comme le nucléaire n'ont pas réduit les autres. Oui, parce que on consomme toujours autant, c'est juste qu'on consomme plus. Parce que c'est un peu le narratif français de dire nous on a le nucléaire, donc on est moins dépendant de l'extérieur. Après, il faut regarder en fait c'est quoi les différents pôles de consommation de pétrole, et en fait effectivement après-guerre il y a un gros développement de l'utilisation du pétrole pour produire de l'électricité, et ça fait partie vraiment d'une des manières dont le plan Marshall impose l'utilisation du pétrole en France, c'est pour produire de l'électricité à partir de la combustion de pétrole. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi vraiment tout ce qui est l'automobile, qui est quand même le transport, l'aérien, le transport par voie maritime, encore aujourd'hui, c'est presque exclusivement du pétrole, par voie aérienne et par voie maritime, c'est presque exclusivement du pétrole. Et puis, il y a un des très gros pôles de consommation de pétrole, c'est la pétrochimie aussi, qui est un des pôles très importants dans la production de pétrole. Oui, là-dessus, il y a quand même un chiffre assez simple, c'est que c'est quand l'année où on a consommé le plus de charbon de l'histoire, c'est cette année en fait. Alors qu'on pense que c'est une ressource du passé, en fait, c'est encore aujourd'hui les trucs qu'on consomme le plus. Ouais. Après, juste sur le truc de la transition, c'est peut-être un peu anecdotique, mais je pense que Fressos, il a complètement raison de dire la transition n'existe pas si on pense que c'est remplacer une consommation énergétique par une autre. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de transition qui existe, qui est en fait
l'énergie qui structure le système énergétique. Où je pense qu'on passe quand même dans le mix énergétique, le charbon était très largement premier jusqu'au tournant de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Et ensuite, ça devient vraiment le pétrole qui devient la source principale et où du coup le système énergétique mondial s'organise plus autour du pétrole qu'autour du charbon. Donc ça fait quand même enfin je sais pas si c'est une transition, mais c'est pas une transition au sens remplacement, mais c'est une transition dans le sens le pouvoir organisateur énergétique qui se fait plus autour du charbon, mais autour du pétrole, même si le charbon garde une importance ultra importante. Ouais, et puis il y a des choix politiques hyper importants dans ce genre de transition. Enfin, shout out à un des collègues du groupe de lecture de Marseille qui a beaucoup lu Tim Mitchell, son bouquin Carbone Démocratie. L'idée, c'est aussi de dire que le charbon est une ressource qui est privilégiée initialement parce qu'en fait, elle permet une concentration plus importante des usines dans certains endroits par rapport à la ressource hydraulique ou des trucs comme ça. Mais que le pétrole, par suite, est aussi privilégié parce qu'il permet un meilleur contrôle, notamment sur la main-d'œuvre. Et que c'est pour ça qu'il dit carbone démocratie, c'est que y a moins de possibilités de faire grève, de bloquer les flux avec le pétrole par rapport au charbon, qui est une ressource plus décentralisée, mais que le pétrole devient une ressource centralisée. Et ça joue un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on va pas faire un point ultra technique sur ce que c'est que le pétrole, mais il y a quand même un peu. Oui, c'est défavorisé, c'est qu'il y a des éléments inhérents au pétrole qui... Ouais. Oui, par rapport à d'autres sources d'énergie qui sont favorables pour eux. Pourquoi est-ce qu'on choisit le pétrole au début du XXe siècle et pourquoi est-ce que le pétrole est ce que c'est aujourd'hui ? Parce que le pétrole, c'est pas vraiment une seule ressource. Il y a énormément de variétés de pétrole différentes. Anti peut l'expliquer mieux que moi, mais le processus de raffinage, c'est l'établissement, à partir de tas de ressources différentes, en faire une seule. En faire un produit qui soit commercialisable, qui soit unifié et qui soit vendable sur un marché mondial. Financiarisé, etc. Et ça, c'est ce qu'explique très bien Samir Amin, c'est que avec le raffinage, on part d'une ressource qui est différente et qui vient de tas de pays différents, et on en fait une seule qui est vendue sur un seul marché mondial unifié. Et c'est pour ça qu'il y a un lien extrêmement fort entre le libre-échange et le pétrole. En fait, s'il y a un contrôle important sur la ressource ou un souverainisme extrêmement important de tas de pays, et ben en fait, on n'arrive pas à produire une ressource unifiée parce que les outils de raffinage ou les technologies dans divers pays, en fait, elles pourraient correspondre théoriquement à des pétroles différents. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réussit à unifier tout ça en un seul truc grâce au marché mondial. Mais et donc, là, tu voulais rajouter quelque chose sur le raffinage ou... Après, sur le raffinage, je pense que effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents types de pétrole qui sont liés à différents types Enfin, tu vois, cette espèce de truc qu'on peut quand même rappeler, qui est que le pétrole, c'est de la matière organique qui, depuis que la vie existe sur Terre, il y a de la formation de pétrole qui se fait dans des conditions de pression, de chaleur singulière, et que du coup, ça fait cette variété de pétrole, qu'il y a quand même une géographie singulière de ce pétrole, on va trouver certains types de pétrole à certains endroits, etc. Et que dans les stratégies de raffinage, c'est sûr que, comme disait Ulysse, il y a un truc essayer de standardiser le pétrole, d'où le nom Standard Oil aussi, qui était une des premières grandes multinationales du pétrole, Rockefeller, etc. Et où du coup, dans le raffinage, c'est vrai qu'il y a des spécificités du raffinage. Je vois dans le chat qu'il y a des gens qui disent Exxon n'avait pas les usines pour exploiter le pétrole que Trump vole au Venezuela. Et effectivement, il y a cette espèce de truc où, en fait, on va raffiner différents pétroles de différentes manières. Donc, il y a une géographie des raffineries aussi qui devient importante et où tous les sites ne permettent pas de raffiner tous les pétroles. Donc, on a 3 grands types de pétrole qui ont chacun, en plus, une valeur spécifique sur le marché, etc. Et après, en fait, dans les raffinages, la raffinerie, de plus en plus, elle intègre aussi il y a énormément de raffineries qui sont intégrées avec des sites pétrochimiques et où, en fait, dans le pétrole, on va décomposer les différentes couches
les différentes couches de pétrole par des tours de distillation, etc. Et chaque partie du pétrole va servir à différentes choses. Les pétroles très lourds, c'est plutôt ce qui va donner l'asphalte, le bitume, etc. Il y a plus tout le naphtha qui va être après utilisé dans la production de plastique, certaines composantes qui vont faire de l'essence. Et par exemple, en France, on va avoir la production de certaines essences, mais pas du diesel. Et du coup, on va exporter. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça va créer des géopolitiques singulières de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on produit pas, qu'est-ce qu'on échange, quels sont nos leviers de négociation avec les autres en fonction de quel type de dérivés du pétrole est-ce qu'on arrive à produire, etc. D'accord. En fait, quasiment tout est fait à partir du pétrole. Donc, et donc, c'est une question importante. On a vu sur le graphique que les États-Unis prennent une place de plus en plus importante. Je pense que c'est lié à la guerre. Je sous-estimais la provenance du pétrole des ex-pays de l'URSS. Je ne pensais pas que c'était une telle ampleur. Il y a aussi pas mal l'Afrique. L'Afrique, c'est quel pays? C'est le Nigeria. Ah bah oui. Et puis aussi, je crois que dans l'Afrique, il y a tous les pays d'Afrique du Nord. Donc, oui, l'Algérie. L'Algérie. Et il y a moins le Moyen-Orient que ce que je pensais. En fait, le Moyen-Orient a des ressources extrêmement importantes. Et du pétrole de très bonne qualité aussi. Et du pétrole très facilement exploitable, quoi. Et plus facilement exploitable, pour moins cher. D'accord. Nigeria, Algérie, Libye. C'est un des trucs qui est fortement thématisé par Adam Anieh, qui est un des auteurs qu'on a lu dans le cycle pétrole. C'est qu'on a le pétrole moyen-oriental, en fait, il a changé de direction. Lui, il appelle ça le corridor East-East. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus gros consommateurs de pétrole moyen-oriental, c'est plutôt la Chine, l'Inde, etc. D'accord. Et qu'il y a deux choses aussi qui expliquent la diminution des importations de pétrole du Moyen-Orient. C'est notamment l'augmentation des capacités de raffinage en Chine et en Inde. Aujourd'hui, 30% des capacités de raffinage mondiales sont en Chine et en Inde. Et aussi, c'est dans les stratégies de l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est de justement ce que tu avais dit sur Timothy Mitchell et l'extraction de la valeur dans les vagues un peu de décolonisation, en tout cas des mouvements de tentatives de nationalisation du pétrole, en fait intégrer la partie pétrochimie. La partie raffinage, ça fait partie des stratégies de l'Arabie Saoudite. Et donc, par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est très importante dans le pétrole raffiné que la France importe. D'accord. Et où, du coup, c'est une manière de conserver la valeur en Arabie Saoudite. Et après, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a d'autres stratagèmes pour garder une forme de mainmise sur la valeur produite là-bas, quoi. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit souvent que le blocage du détroit d'Ormuz, ça a plus touché les pays d'Asie et que les États-Unis ou même l'Europe, je ne sais pas si... Il y a quelqu'un dans le chat qui dit la Corée et le Japon aussi, d'où leur fébrilité au début de la guerre. Ils sont toujours fébriles. Ils sont toujours fébriles, mais d'ailleurs, le Japon a été obligé de débloquer ses réserves stratégiques de pétrole après le début de la guerre, parce qu'il y avait trop de gens qui protestaient contre l'élévation des prix du pétrole à la pompe, de l'essence. Et puis par rapport à ce que tu disais, je crois que c'est plus de 80% du pétrole qui passe par Hormuz qui va vers l'Asie. C'est vraiment une part extrêmement importante du pétrole. D'accord. Et tu disais tout à l'heure, ça va nous permettre de faire un petit peu la transition, mais tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que les États-Unis ont une place tellement importante dans le pétrole? Est-ce que c'est lié à la guerre? Et je pense que pour comprendre un peu la manière dont le pétrole est vraiment la ressource de l'impérialisme aujourd'hui, et elle l'est encore aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans ce sera différent, mais pour l'instant c'est ça qui se passe. On peut voir le moment où il y a le début de la transition dont parlait Antti tout à l'heure, qui n'est pas une transition parce qu'on continue de consommer du charbon aujourd'hui encore, mais qui reste quand même... Qui prend la première place. Le moment où ça commence. En tout cas, c'est l'enjeu, c'est l'énergie qui fait l'enjeu du moment, quoi. Exactement. Le moment où ça commence, en fait, ça commence juste avant la Première Guerre mondiale. D'accord. C'est souvent la date qu'on privilégie. Il y a déjà des compagnies productrices de pétrole aux États-Unis et même en Iran actuel dès les années 1870. C'est déjà, on en consomme déjà, mais c'est pas la ressource centrale. Ça devient un peu la ressource centrale au moment où la marine anglaise décide en 1911 de faire sa transition vers le pétrole. Parce que le pétrole, c'est hyper pratique. Ça produit moins de fumée.
Donc c'est plus discret pour les bateaux. Ouais. Et il y a une densité énergétique plus importante que le charbon, et ça permet d'utiliser également moins de main-d'œuvre que le charbon. Petite parenthèse, dans le livre de Malm, lui, c'est le charbon qu'il voit. Parce que parce que c'est très important, l'armée aussi, dans l'utilisation de la ressource énergétique. Mais il me semble que lui, avant ça, il y a eu le revirement de la flottille anglaise sur le charbon, qui avait déjà donné une supériorité. Et là, oui, après, il y a le pétrole qui est encore une étape au-dessus. Ouais, exactement. En fait, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour cette histoire de charbon, les amiraux anglais sont hyper réticents à l'idée de faire la transition vers le pétrole parce qu'en fait, ils ont acquis leur domination via le charbon. Et donc, il y a un peu une petite hésitation à ce moment-là et des luttes de pouvoir. Et il faut vraiment l'imminence de la Première Guerre mondiale, il faut vraiment l'imminence de la Première Guerre mondiale pour se mettre à passer au pétrole. D'accord. Et à ce moment-là, il y a un problème pour le Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni a construit sa domination sur le charbon et aussi sur le fait qu'ils avaient du charbon. Ouais. Sauf que le Royaume-Uni n'a pas de pétrole. Enfin, les gisements en mer du Nord n'ont pas été découverts à ce moment-là. Il n'y a pas de pétrole offshore au début du XXe siècle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'ils vont dire on va prendre le pétrole là où il est. Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, exactement. Et en fait, il y a en 1914 le rachat de l'Anglo-Iranian Oil Company, qui est une boîte privée à cette époque-là, qui exploite le pétrole iranien. Et voilà, c'est à partir de ça qui développe une industrie pétrolière en utilisant les capacités techniques de leur empire colonial. D'accord. Sans empire colonial, les pas de navires. Ouais. C'est pas aussi beaucoup plus simple de Pardon. Vas-y. C'est pas beaucoup plus simple de transporter le pétrole par rapport au charbon. Il n'y a pas aussi ça qui a fait que. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais ça fait partie des vrais enjeux du truc, c'est que c'est beaucoup plus simple à transporter et que ça prend moins de place et que c'est plus dense. C'est liquide. Énergétiquement, c'est liquide, donc tu peux faire les pipelines, etc. Et le charbon, c'est plus complexe. Et notamment, c'est ce truc-là, c'est que la marine anglaise, elle a des grandes capacités de transport maritime, notamment liées à son empire colonial. Il y a la Royal Dutch Shell, qui est un consortium anglo comme on dit, hollandais. Et notamment, l'Angleterre, elle tire son pouvoir sur le pétrole de sa puissance navale et de sa capacité à transporter le pétrole. Et il y a un autre endroit où, en fait, il commence à s'installer pour extraire du pétrole, et je trouve que c'est intéressant, c'est à Bakou, et c'est donc dans ces régions que nous avons qualifiées aujourd'hui de ex-URSS, et où du coup ils ont la Royal Dutch Shell et tout ça ont commencé à acheter des gros, à avoir des grosses concessions sur des gisements pétroliers dans l'empire tsariste, quoi. Et en vrai, c'est un truc que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et je trouve que c'est intéressant, mais que c'est aussi ce truc de Lénine, un des trucs qu'il fait avec la révolution bolchevique, c'est de nationaliser le pétrole, et ça va casser aussi les jambes de tout un des pans d'exploration de la domination pétrolière britannique, qui en fait voit aussi le potentiel de domination pétrolière états-unienne et cherche à sécuriser des gisements dans différents endroits. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est mal passé après quand Mossadegh a essayé de faire la même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une des nationalisations les plus radicales sur la question pétrolière, où il n'y a pas de compensation, il n'y a rien, c'est vraiment genre du jour au lendemain. Celle de Lénine. Lénine, ouais. Et du coup, toutes les nationalisations après, elles ont été beaucoup plus contrôlées. Oui, il a fallu couper l'élan direct. Alors, est-ce qu'on a des chiffres avant qu'on aille un peu plus loin sur qui consomme le plus et qui produit le plus? Je crois que vous avez des graphiques comme ça. Ouais, on peut dire que. Enfin, merci à FX qui a fait les graphiques. Est-ce qu'on peut voir les. C'est FX? Ouais, c'est FX qui a fait les graphiques. Mais ça, on aurait des vrais graphiques professionnels. Mais parce qu'il est vraiment pro. Parce que c'est des vrais graphiques. On va voir. Est-ce que Milan va trouver? Il me semble qu'il y a. Il y a Consomme Monde Pétrole et Réserve Monde Pétrole. Et il y aura aussi. Donc ça, c'est la consommation mondiale. On ne voit pas assez ici. Donc, super, merci. Ok, les États-Unis, c'est par habitant, non? C'est quoi? Part de la consommation mondiale par pays. Et donc, c'est pas par habitant, c'est juste ce pays. Ouais. Donc, c'est dire à quel point les États-Unis consomment.
En fait, il y a aussi un truc vraiment important à comprendre, c'est que la consommation de pétrole par un pays incorpore la consommation industrielle également. Okay. En fait, c'est pas seulement la gasoline, c'est toute la pétrochimie, c'est toutes les industries de transformation du pétrole. Par exemple, une partie du pétrole qui est vendue par les États-Unis vient d'autres pays. C'était l'idée du Venezuela qui marche pas très bien là. En fait, ça rentre dans la consommation mondiale de pétrole à ce moment-là. D'accord. Donc là, on voit la domination états-unienne, ensuite Chine, Inde. Bon, Chine, Inde, ça me paraît plus logique parce qu'ils sont beaucoup. Ouais. Nous, on n'y est pas, c'est ça. Hein. Non, on est en dessous de l'Allemagne, mais c'est aussi parce qu'on a une moindre consommation industrielle. Mais la Corée du Sud, comment ça se fait qu'ils ont autant Ils ont des bonnes capacités de raffinage. Ils font du raffinage et aussi ils ont une énorme industrie. Oui, une grosse industrie. En fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vrai que parfois, quand on pense pétrole, on pense carburant, on pense transport. Mais là, en fait, une des choses énormes qui se passe après-guerre, c'est le fait que le pétrole devient la matière première de à peu près tout grâce à la transformation de la production basée sur le plastique. Et où en fait c'est un des trucs, je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler parce que c'est un peu le même truc sur la question de la mécanisation du travail et de l'automatisation, etc. C'est qu'en fait une des choses que permet le pétrole en produisant le plastique, c'est une matière qui est artificielle, malléable, etc., et qui demande beaucoup moins de compétences, plus type artisanal que d'autres matières, etc. Tu peux le faire à la chaîne, quoi. Et voilà, on peut beaucoup plus l'automatiser, le mécaniser, ce qui va beaucoup intéresser toute la production comme toute l'histoire de la production industrielle, c'est de remplacer le travail vivant par du travail mécanique, et que le plastique, le dérivé plastique permet ça aussi parce qu'on fait des monomères, des polymères, etc. Et c'est beaucoup plus automatisable qu'une branche qu'il faut réussir à épouser la courbe de la veinure du bois. Donc ça, c'est consommation mondiale. Est-ce qu'on peut voir les réserves mondiales de pétrole ou est-ce qu'on... Salut, ça c'est moi. Ça va bien, à côté de Romain. Aussi, hein, mais Le pauvre Milan. Alors, il faudra dire un grand merci à Milan à la fin de l'émission parce qu'il doit chercher le document, il doit mettre le truc. Merci beaucoup, Milan. Laisse les mers tranquilles, oui. Mais on a dit les polymères, attention. Hein. Ok, donc réserve mondiale de pétrole, Venezuela en tête. Ah ouais, si. Arabie Saoudite, autre, ensuite Iran. Ah bah tiens, j'ai l'impression qu'il y a c'est à l'actualité, Iran, Venezuela. Canada. Le futur 51e État. On rappelle qu'il veut conquérir le Canada aussi. Hein. Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, États-Unis, Russie, Libye, Nigeria. Okay. Nigeria aussi, quoi. Donc Oui. Libye aussi. Bon, effectivement, s'il y a le truc évident de dire que tous les pays que les États-Unis attaquent sont dans la liste, ou presque. Ou alors, c'est des alliés très étroits. Oui, les Émirats Arabes Unis, par exemple. Les Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, récemment, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a un petit peu des frictions, de la friture sur la ligne récemment entre Arabie Saoudite et États-Unis. Mais donc, soit c'est alliés étroits, soit c'est ennemis mortels, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas trop d'entre-deux. Et là-dedans, d'ailleurs, on voit la Libye. Je crois que c'est 2,7% du pétrole, des réserves de pétrole mondiales. Ils se sont tapés une intervention en 2011 et le pays ne s'est pas relevé depuis, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux trucs en juxtaposition ? Et on remarque, petite parenthèse, que ce ne sont pas ceux qui consomment le plus, à part peut-être l'Arabie Saoudite qui était dans le top, mais bon, pas en première place. Mais Venezuela, Iran, Irak, c'est pas ceux merci beaucoup, qui sont dans les plus gros consommateurs de ce pétrole. À part les États-Unis et... Oui, à part les pays du Nord. Ouais, et d'ailleurs, tu vois que l'Arabie Saoudite, elle est présente aussi dans la consommation, mais c'est pour ce que disait Antti tout à l'heure, que c'est aussi devenu un raffineur. Et donc, en fait, ils consomment beaucoup de pétrole par ça, tu vois, parce qu'en fait, ça devient aussi de manière industrielle. Donc, ils utilisent le pétrole pour faire fonctionner leur industrie. Et je pense aussi un des trucs qui est quand même utile, c'est que c'est très difficile d'avoir la réalité des réserves mondiales de pétrole, et notamment il y a beaucoup d'effets de déclaration où c'est tout un des débats sur la réalité de la quantité de pétrole dans les gisements vénézuéliens. C'est que en fait dans les stratégies aussi certains pays peuvent trouver un intérêt à déclarer plus de pétrole et que y a les moyens de contrôle de la réalité des réserves, ils sont pas évidents, quoi.
Est-ce qu'il y avait toujours la question, je ne sais pas si ça se pose encore, mais du pic, et que en fait, on découvre de moins en moins de pétrole et que naturellement, presque techniquement, il va y avoir une baisse du pétrole parce que on en trouve beaucoup moins, quoi. C'était le gros de discussion, il y a l'impression, il y a 15 ans. C'était le gros sujet. Comme s'il y avait une limite naturelle. Est-ce que ça se pose dans ces termes-là ou En tout cas, moi, je pense que ça se pose quand même, et c'est ce que je disais sur la question du pic conventionnel. Où du coup, en fait, le pic conventionnel fait que on va essayer de pouvoir atteindre les non conventionnels, et notamment pour atteindre les non conventionnels, il faut réussir à produire plus de valeur, augmenter le prix du pétrole, etc., pour que ce soit rentable d'aller chercher plus loin. Et du coup, c'est beaucoup là comme ça que ça se joue. C'est sur, on va chercher plutôt d'autres formes de pétrole, etc., du pétrole moins facilement accessible. Tu vois, les hydrocarbures très lourds, ils sont plus difficiles à raffiner, donc c'est plus ceux qu'on a. Sur le fait que ça ait contribué à la crise économique de 2008, il y a beaucoup de théories qui sont crédibles sur comment est-ce que ça a participé, mais je ne me rappelle plus très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que de toute façon, cette question est absurde dans le sens où on aurait brûlé la planète avant de tout consommer? Ça, c'est clair. Ouais, c'est même pas parce que l'inquiétude de ne plus avoir de pétrole, c'est un problème secondaire. C'est-à-dire que si on a tout consommé, c'est que déjà on est dans un truc catastrophique. Ouais. Mais je pense que c'est un truc où en fait c'est un peu le truc qui justement va être aussi utilisé, c'est un peu l'argument collapsologue de on va attendre que ça se finisse tout seul et tout ça. Or en fait on n'a pas du tout intérêt à ce que ça se finisse tout seul, et on voit qu'en fait plus les gisements tendent, je pense que le fait que ce soit que ça redevienne entre guillemets une source de conflit majeur là où une certaine période d'abondance avait pu, c'est pas complètement vrai que ça avait pu stabiliser et qu'il y avait moins de conflits sur le pétrole, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de conflits sur le pétrole, mais que plus ça avance, plus justement la question de la sécurisation des ressources, elle va avoir une importance forte. Et je pense que le moment de crispation autour des réserves pétrolières contemporaines peut aussi se lire dans les évolutions du pétrole facile d'accès, quoi. D'accord. Et Vas-y. Ouais, c'était simplement peut-être pour revenir un peu sur justement cette idée d'accessibilité du pétrole et tout. La raison pour laquelle on peut revenir sur le fait que pourquoi c'est la ressource de l'impérialisme en particulier, ça vient peut-être d'un mot que Antti a utilisé tout à l'heure, c'est le terme de concession. C'est-à-dire que il y a un moment où en fait on n'a plus besoin de conquérir directement un pays. On va simplement avoir une concession dans un autre pays. D'accord. Et ça, c'est le fonctionnement. Oui, une concession, c'est pas parce que je croyais que c'était concession, on vous laisse. Ah non. Le truc. C'est comme ça que ça se passe. Mais concession, ça veut dire que tu as le droit d'avoir une entreprise dans un pays qui n'est pas le tien et souvent qui ne paie pas d'impôts ou qui a des conditions qui sont qui a des avantages. Voilà, concession, c'est un terme vraiment qui vient du vocabulaire colonial, quoi. Et c'est là où on voit vraiment le fonctionnement quasiment, méthodique de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une concession ailleurs, tu as du capital dans un autre pays. Ça, c'est l'impérialisme, en fait. Tu exportes ton capital par un investissement direct à l'étranger ou juste à une époque, l'achat d'une entreprise, de choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, l'économie d'un pays, la plupart du temps un pays du centre, a des intérêts dans un pays qui est la plupart du temps un pays du sud. Et ça, c'est la dynamique de l'impérialisme. Et donc, dès l'origine du pétrole, dès le switch dont on parlait tout à l'heure, le moment où les Anglais ils décident de racheter l'Anglo-Iranian Oil Company, en fait, dès ce moment-là, c'est l'impérialisme qui se déploie non seulement dans la concurrence entre les pays, mais pour réussir à s'accaparer une ressource qui est éloignée. Est-ce que l'exemple le plus parfait de ça, c'est pas la relation qu'il y a eu pendant de longues années, même si ça commence entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et le lien entre les Saouds et les États-Unis qui permettent aux Saouds de rester au pouvoir, d'avoir des intérêts, tout en eux ayant accès au pétrole. Et ça s'est fait de manière, on va dire, entre guillemets, pacifique, parce qu'il n'y avait pas une intervention directe des États-Unis, mais les États-Unis ont aidé aux Saouds de rester en place, et ça fait partie de la question de l'impérialisme. Ouais, grave. Je pense qu'on peut voir l'illustration Crude Capitalism, là, l'article,
le bouquin de Adam Haniyeh. Ça s'appelle comment le document? C'est crude_capitalism. .png. Je sais pas si moi j'arrive pas à le trouver sur la fiche. Il est dans le petit encadré petit retour historique. On l'a entendu. Ah oui, Crude Capitalism. Ok. Ah mais oui, il l'avait conseillé FX ce livre. Et Benjamin aussi. Et il faudrait faire une traduction. Hein. Ouais, non, mais Franchement, il faut qu'on s'y mette. Là, on en a traduit une partie. On en Une a même petite traduit partie pour les besoins du groupe de lecture. D'accord. Et ouais, donc enfin, en tout cas, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est exactement le moment où l'impérialisme ne nécessite pas du tout une intervention guerrière ou la guerre. En fait, l'impérialisme, c'est la guerre à plein d'endroits, mais à plein d'endroits, c'est pas la guerre parce que les gens soit cèdent ou soit décident de s'inféoder, de se vassaliser pour un autre pays. Il y a une bourgeoisie nationale. Voilà, une bourgeoisie qui devient une bourgeoisie plutôt comprador en l'occurrence. Voilà. On revient sur une ancienne émission. On revient sur une ancienne émission. Alors, difficile de dire si la bourgeoisie saoudienne est comprador ou nationale. Je pense que ça, il doit y avoir des débats économiques parce que maintenant qu'ils ont leur propre capacité de production, est-ce qu'ils restent totalement une bourgeoisie comprador? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus une sorte de bourgeoisie nationale ayant ses propres intérêts? Là, ils s'émancipent des États-Unis un peu. On dirait qu'ils commencent à s'émanciper des États-Unis parce qu'ils commencent à vouloir vendre beaucoup à la Chine, qui est quand même mécontente de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils veulent que les négociations se passent bien. Est-ce que c'est toujours une... Enfin, tout ça est assez compliqué. Puis ils ont fait le projet The Line. Ils ont fait Neom. Non, mais c'est intéressant le cas de l'Arabie Saoudite parce qu'on voit que même sur les questions nationales et tout, ils sont en train de... Vu qu'il y a de moins en moins la question de la transition aussi à autre chose que du pétrole, il y a un développement du tourisme, bref... Je pense qu'il faut aussi s'inscrire, là, tout ce qu'il y a autour du foot, le fait que ce soit devenu un championnat attractif et tout. Je pense qu'il y a une vraie stratégie pensée par l'Arabie Saoudite pour sortir de cette dépendance seulement du pétrole et développer d'autres outils économiques, même si le pétrole reste l'axe majeur, hein, bien entendu. Hein. Ouais, alors je pense que le foot, là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est plutôt une question d'image. Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est pour le tourisme. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, dans le lien entre impérialisme et pétrole, là, il y a un truc qui est hyper important, c'est la question des pétrodollars. Ouais. Peut-être, Anti, tu pourrais en parler, ou tu veux pas, mais... Je peux, mais... Des techniques qui viennent vers toi. Hein. Ouais. Tu veux parler des pétrodollars ou pas? En tout cas, il faut qu'on en parle à un moment. C'est quoi? Non, mais ça incarne bien la relation un peu entre une bourgeoisie nationale comprador à caractériser et une bourgeoisie impériale, en fait. Parce que c'est quand même... Non, mais je pense que sur la question du pétrodollar, c'est vrai que ça faisait partie aussi des trucs où... mais ça, Adam Haniyeh, il le raconte bien, c'est qu'il y a tout un moment où une des stratégies des Britanniques... c'est intéressant parce que dans ce truc de comment l'impérialisme aussi s'enchasse dans le colonialisme européen historique et comment est-ce que il y a tout un conflit qui est quand même assez bien documenté sur la présence états-unienne au Moyen-Orient qui, dans un premier temps, est un peu les zones chasse gardées des multinationales pétrolières européennes qui essayent de justement ne pas se faire bouffer parce que après la Première Guerre mondiale, ils comprennent qu'ils sont très dépendants du pétrole états-unien, etc. et que du coup ils essayent de sécuriser leurs ressources. Et les États-Unis, ils voient le fait de garder, c'est presque moins pour leur consommation nationale que pour garder une forme de domination sur la ressource, pour garder une forme d'ascendant sur les puissances européennes, qu'ils intègrent aussi le marché du pétrole moyen-oriental, parce qu'eux, ils avaient d'abord étendu leur pratique de concession en Amérique du Sud. Et là, en fait, il y a tout un moment où une des stratégies des Britanniques, c'est d'essayer de garder le sterling et de garder, en fait, la monnaie. Et du coup, c'est vrai que c'est un des trucs sur, en fait, dans quelle monnaie est-ce que tu vends le pétrole, c'est en fait, ça veut dire dans quelle banque est-ce que c'est stocké, quels sont les grands, enfin tu vois, les marchés financiers, est-ce que c'est la City de Londres, est-ce que c'est Wall Street, et du coup c'est un peu tout cette espèce de truc où en fait le fait que progressivement
c'est aussi tout un espace monétaire, tout un espace de consommation. Et du coup, un des trucs qui fait que les États-Unis gardent quand même un pouvoir assez important, malgré certaines formes de nationalisation, où on n'est pas vraiment passé dessus, mais ça a été quand même un espace de négociation très intense, c'est que le pétrole reste vendu, acheté en dollars. Et ça, en fait, celui qui a la main mise sur la monnaie, c'est un pouvoir de gestion assez importante, c'est un pouvoir de sanction aussi, de empêcher l'accès à un marché. C'est un pouvoir, il y a énormément de pouvoir qui vient sur le contrôle de l'argent. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un cycle qu'on va essayer de mettre en place l'année prochaine. C'est un cycle spécifique sur la monnaie, l'argent, et d'essayer de mieux se former sur ces trucs-là. C'est vrai que la suprématie du dollar n'est pas beaucoup discutée. Il y a Rhinophobe qui dit, en gros, la monnaie internationale pour acheter du pétrole, c'était le dollar, ce qui crée une demande artificielle autour du dollar américain, donc la nécessité d'acheter des produits, des marchandises américaine. Et petit cœur qui rajoute, le pétrodollar s'est imposé après la fin de la convertibilité hors dollar à travers l'OPEC où les USA leur offrent protection, soutien politique et bail avec le trésor américain. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt ce que dit Petit Cœur 54. C'est qu'effectivement, en gros, la fin des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire la fin de la convertibilité hors dollar, c'est le moment où le dollar n'est plus la seule monnaie qu'on peut convertir en or. Et il y a un passage à de nouveaux... Enfin, là, à ce moment-là, c'est une perte de pouvoir quand même pour les États-Unis, mais ils sont obligés de le faire parce qu'il y a des rééquilibrages politiques et qu'économiquement, ça ne tient plus, parce qu'en fait, ils n'ont plus les réserves en or qui sont nécessaires à cette convertibilité, donc ils sont obligés de lâcher là-dessus. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une série d'accords unilatéraux entre les États-Unis et des pays producteurs de pétrole, où ces pays-là acceptent de ne vendre leur pétrole qu'en dollars. Et en échange, les États-Unis, effectivement, comme a dit Petit Cœur, assurent leur protection. Ça veut dire qu'en fait, ils leur réservent le droit de leur vendre des armes, comme on l'a vu là pendant la guerre autour de l'Iran. Et également, il y a un engagement assez important de la part de ces pays-là d'acheter des bons du trésor américain. Ouais, et voilà, c'est ça un peu le... Il y a un recyclage des revenus pétroliers dans les banques et bons du trésor américain dinguerie, ce qui permet des taux faibles aux USA et ce qui permet de favoriser l'économie. Alors souvent, je relis le commentaire parce qu'en replay YouTube, ils n'ont pas le chat. Donc, pour qu'ils comprennent de quoi on parle, je relis le... Ouais, exactement. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est un outil pour les États-Unis pour financer leur dette. Ils continuent d'être très endettés, mais on leur donne des dollars qu'ils ont eux-mêmes, parce qu'ils ont imposé le fait qu'on utilise cet argent pour vendre du pétrole. Et donc, ça fait des revenus, effectivement, à l'Arabie Saoudite, mais en fait, ça fait aussi énormément de cash pour le fonctionnement de l'État américain. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faudra faire un cycle autour de ça, quoi. C'est la question. Et c'est là où la Chine, notamment Burbaumer en parle dans son livre, mais c'est là où la Chine a beaucoup de retard et essaie de le contester. C'est sur cette suprématie du dollar qui est un enjeu essentiel, quoi. Ouais, et récemment, il y a 2 trucs qui sont importants à ce niveau-là. C'est premièrement, le fait que, je ne sais pas si vous avez vu, mais un des premiers éléments qui est sorti dans la négociation autour de l'Iran, c'était de dire que le pétrole qui passait par le détroit d'Ormuz devait être payé en yuan, ou alors qu'il devait y avoir une dîme qui était payée aux Iraniens en yuan. Ça, c'est quand même une première chose assez choquante, parce que censément, c'est pas l'intérêt exact de l'Iran, mais ils ont quand même cette exigence parce qu'ils sont en vrai assez soumis aux exigences chinoises. Oui. Et la deuxième chose, c'est de dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent que il va y avoir une ouverture de l'équivalent des bons du trésor chinois, c'est-à-dire à la vente, quoi. Donc, d'accord. Et puis j'ai vu qu'ils étaient aussi payés en crypto-monnaie. Également. Je lis juste ce dernier commentaire de Petit Cœur. Alors, les accords ont imposé le dollar en monnaie mondiale. Le pétrodollar vient après la fin de Nixon Shock. Quand les États-Unis ont abandonné cette convertibilité, le dollar risquait de perdre son rôle dominant pour maintenir la demande mondiale de dollars sans l'appui de l'or. Les États-Unis ont consolidé dans les années 70 les accords géopolitiques avec l'Arabie Saoudite et d'autres producteurs. Bien résumé.
Petit cœur, super. Franchement, tu viendras sur Mais l'émission une fois. Peut-être qu'il vient déjà, ou il ou elle vient déjà. Hein. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le pétrole, qu'on arrive à la conclusion, parce qu'on dépasse les 30 minutes, si on veut parler d'actu Ou peut-être mais on peut garder un petit peu. Hein. Bah non, on peut terminer. Juste, je pense que c'est même une manière de faire un peu la transition sur le côté un petit peu plus actu. Oui, l'actualité en Iran. Parce que l'image qu'on voulait montrer, c'était que bon là, il y a un truc avec le détroit d'Ormuz. On pourrait faire Image des trois Hormuz, c'est ça? C'est ça l'image qu'il doit mettre? Ça ou Ouais, plutôt le truc qu'il y a sur l'ordinateur d'Alix. Et Milan, peut-être plutôt, ce qui sort de mon ordinateur. Ah, il a accès à ton ordinateur? Ouais. Oh, mais c'est Et alors là, tu peux. ok. Et donc ouais, ça c'est joli. C'est ça, c'est le détroit. Ça, c'est le détroit d'Ormuz. Ouais, tout à fait. Ok. Et ça, c'est donc la manière dont évolue le flux de bateaux dans le détroit d'Ormuz. Oh, ça c'est beau. résume un peu, c'est très beau. Mais ça s'éteint à un moment, puis ça se rallume. Mais, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les bateaux. Là, oui, on ok. est début Il y a la février. date en haut, là. Hein. Ok, Et là, tac, ok. on passe fin février, début du conflit. Ah ouais. C'est ouf. Et là, début des négociations, puis après, fin des négociations. Ok. Extrêmement rapide. Mais moi, je voudrais bien rajouter un mini truc quand même sur le pétrole. C'est, notamment sur le pétrodollar aussi. C'est, il y a toute la création après de ces gros fonds d'investissement du Golfe Persique, que ce soit des fonds émiratis ou des fonds d'Arabie Saoudite, etc. Je pense que c'est intéressant parce que c'est quand même des fonds qui après ont des capacités monétaires très importantes et qui vont devenir des investisseurs très importants dans de nouvelles technologies. Et notamment, c'est un des trucs qu'on voit beaucoup, mais tout le rush de construction de data centers, de centres de calcul dédiés IA, etc., ils sont énormément financés par cette rente de pétrodollars, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'après, ça crée des acteurs qui sont très inféodés à certaines branches de l'économie états-unienne et qui vont vraiment, à travers des projets comme le projet Stargate, etc., soutenir ce nouveau véhicule de l'impérialisme états-unien que sont les boîtes de la Silicon Valley, les GAFAM, etc. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ça recompose aussi d'autres alliances. Ouais, puis c'est ça en fait. C'est un peu là-dessus qu'on pourrait conclure, mais le pétrole, ça incarne l'impérialisme parce que l'impérialisme, c'est pas seulement l'invasion, c'est aussi pour ça que le libre-échange était hyper important, que la notion de concession était hyper importante. C'est l'incorporation à un marché mondial. Oui, c'est pas que la guerre avec des tanks, c'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer, c'est le marché déjà, comment il fonctionne aujourd'hui, c'est l'impérialisme. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec le Venezuela, c'est l'intégration du pétrole vénézuélien au marché américain. C'est ça qui posait problème. C'est pas que le pétrole était vendu ailleurs, c'était que soit pas dans une dynamique libre-échangiste. Oui, c'est ça. Avec, Mais c'est-à-dire que le lien entre les Saouds et les États-Unis sont autant de l'impérialisme que la guerre en Iran ou le kidnapping de Maduro au Venezuela. Les deux sont des facettes de l'impérialisme. Ouais, exactement. Oui. Et je ne sais pas si même la question israélienne, je ne sais pas si on a mais de la centralité d'Israël pour les États-Unis au Moyen-Orient ou dans la région. Dans la région. Mais toi, c'est toi forcément Israël pour toi. Il fallait que je fasse ma petite sortie. Eh bien, écoutez, non, on va... Je pense que... Pardon, je dis un Vas-y. truc parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment sous-raconté dans cette partie, mais c'est qu'effectivement, un des très gros enjeux sur le pétrole qu'on a abordé très rapidement avec cette question du détroit d'Ormuz, c'est la question des infrastructures de transport du pétrole. Les ports. Et que c'est les ports, c'est les détroits, c'est les pipelines. Et en fait, dans toute l'histoire du Moyen-Orient, et notamment dans les histoires de la résistance palestinienne, la question du port d'Haïfa, la question des pipelines qui traversent la région, là, le projet IMEC, de nouvelles routes commerciales qui permettraient de contourner, etc. La nouvelle route de la soie. Les nouvelles routes de la soie. On a parlé très brièvement du fait qu'il y a toujours du pétrole russe qui est exporté, etc. C'est toutes les contre-infrastructures fantômes, les pétroliers fantômes, etc.,
Enfin, toutes ces espèces de trucs où, en fait, je pense qu'on pourrait aussi parler très, très longuement, mais on va pas le faire, de toute cette question-là, et peut-être que ce sera des sujets qui seront abordés dans la formation logistique, capitalisme logistique, mais en fait, c'est aussi ça qui est super fort dans le pétrole, c'est que le pétrole, il est extrêmement structurant dans la création du marché mondial, parce que toutes ces infrastructures de transport, elles sont aussi énormément soutenues par la capacité du carburant, le fait que toutes ces marchandises, elles passent vite, etc. Et donc, je pense que c'est un truc qui est quand même intéressant à renommer toute cette question-là de comment est-ce que le pétrole et les infrastructures de transport de pétrole ont largement contribué à la création d'un marché mondial et qui est en fait la base du capitalisme, c'est d'étendre le marché et, comme dit Marx, d'annihiler l'espace et le temps, quoi, et que du coup, il y a cette espèce de truc de le pétrole, avec l'avion, avec les transports maritimes, permet d'atteindre des marchés beaucoup plus lointains. Et tout ça, c'est... Bon, bref, c'est magnifique. Mais tu as eu raison sur ça. Mais parce qu'en plus, c'est aussi le sujet du livre de Burgbaumer sur Chine-USA. On voit l'investissement de la Chine dans les ports. C'est pas anodin. Et ben écoutez, les gens, on va terminer sur cette séquence-là. Sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à suivre la chaîne. Vous avez aussi en description les liens pour soutenir la chaîne, le Tipeee et le Streamlabs. Et vous avez aussi le Linktree avec tous les liens de l'Ignantiimp, que ce soit le Discord, Instagram, et allez voir parce que il y a plein d'actu au mois de juin, il y a plusieurs événements et il y a bien sûr les groupes de lecture. Ciao. Allez.